Donc, nous avons vu la vie et la mort des étoiles massives. Maintenant, nous abordons les étoiles à neutrons. Donc, comment se forment les étoiles à neutrons et quelles sont leurs caractéristiques. Juste avant de commencer donc, cette partie, vous voyez que l'image en fond que je vous montre ici, c'est justement l'explosion d'une étoile massive dont le rémanent ici est un rémanent de supernova. Et au cœur, il y a justement une étoile à neutrons qui vient de se former. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on aborde donc le cimetière des étoiles. Avec le deuxième objet, on a vu les naines blanches. La fois dernière, on voit maintenant les étoiles à neutrons. Donc là, c'est la mort d'une étoile massive, typiquement plus que 5 fois la masse du Soleil. Le carburant nucléaire est épuisé. La région centrale de l'étoile, on l'a vu, s'effondre sous la gravité. Et donc les protons et les électrons vont se combiner en neutrons et on va former donc une étoile dite à neutrons. Les neutrons, en fait, maintiennent la cohésion de l'étoile dégénérée par cette pression de dégénérescence des neutrons. C'est un principe de Pauli, un principe de mécanique quantique où les neutrons ne peuvent pas trop s'approcher, on va dire classiquement, des uns des autres. Donc c'est comme si on avait un cristal de neutrons. L'étoile à neutrons correspond à un cristal de neutrons. Évidemment, il y a d'autres choses, il y a en particulier des électrons, il y a des atomes encore dans cette étoile-là, puisqu'ils ont été figés lors de l'effondrement, mais principalement, c'est les neutrons qui vont maintenir la cohésion de ces objets. Il s'agit donc d'une étoile massive dont la masse finale est de toute façon supérieure à 1,4 masse solaire, ça c'est la masse de champ d'Insécar, qui est condensée dans une sphère de rayon 10 km. Alors, il faut un peu là s'arrêter et s'imaginer ce que ça représente, parce que le Soleil, vous vous souvenez, c'est 100 fois plus grand que la Terre, c'est 1 million de fois plus massif que la Terre, et donc vous avez toute cette masse-là, et même plus, puisque c'est au moins 1,4 masse solaire, qui va se condenser dans une sphère qui fait seulement 10 km de rayon. Le champ gravitationnel est de 300 000 G. Sur Terre, il est de 1 G. Sur l'étoile à neutrons, il va être de 300 000 fois. C'est-à-dire que si vous posez le pied sur l'étoile à neutrons, en gros, vous aplatissez comme une vulgaire crêpe et vous repassez même dessus plusieurs fois, vu que votre corps recouvre plusieurs fois l'étoile à neutrons. La masse volumique est de 1 milliard, 2 milliards de kilogrammes par mètre cube, ce qui veut dire que la cuillère à café pèse, l'étoile à neutrons pèse 1 milliard de tonnes. Évidemment, vous n'arriverez pas à prendre une cuillère à café sur une étoile à neutrons. C'est-à-dire donc 1 milliard de fois plus dense que la naine blanche. Vous voyez la cuillère à café, là, elle pèse 1 milliard de voitures, de tonnes. Et le champ magnétique d'une étoile à neutrons, il est de 1000 milliards de fois celui de la Terre. Donc, on va le voir, ça a des implications sur la suite. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons est très important. Donc là, vous passez d'une phase de supergéante rouge à une supernova qui va donner naissance à une étoile à neutrons. Et là, vous avez une étoile à neutrons en rotation. C'est une vue d'artiste, évidemment, une animation. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces étoiles à neutrons? En fait, on connaît des choses sur l'extérieur, on connaît beaucoup moins de choses sur l'intérieur. Vous voyez d'ailleurs, quand on fait une courbe d'étoiles à neutrons, ce qu'on met en premier, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le cœur interne. On imagine que c'est de la matière ultra dense. Autour, il y a un cœur dit externe. On pense qu'il y a un liquide quantique avec des neutrons, des protons et des électrons. Ensuite, on a la croûte interne. Là, on a des atomes, des noyaux atomiques plus lourds, avec des neutrons et des électrons libres. Et on finit avec une croûte externe. Là, on a des atomes et aussi des électrons libres qui vont se balader dans cette structure de cristal de neutrons. Ici, on a donc une atmosphère, et ensuite, on a des jets de rayons X, et on va un peu détailler plus tard ces jets. Voilà, donc en coupe, ça fait ça. On a le cœur avec le point d'interrogation. On a des neutrons, des protons superflus et des électrons, une croûte interne, et ensuite une croûte externe. Alors ça, l'intérieur est déterminé par ce qu'on appelle l'équation d'état des étoiles à neutrons, qui est en fait quelque chose qui est très mal connu. Et c'est l'objet d'ailleurs d'études actuellement poussées. Les étoiles à neutrons, on les appelle parfois des pulsars. Pourquoi? Pulsar, c'est une contraction de pulsating star, qui veut dire étoile à neutrons en pulsante, pardon, pas étoile à neutrons, mais étoile pulsante, une étoile qui va pulser. Alors là, vous voyez, on a une étoile à neutrons, pulsar en fait,
Et on a le champ magnétique, l'axe du champ magnétique de un neutron qui est là, l'axe de rotation il est là. Vous voyez que l'axe de champ magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation. Et donc on a des particules énergétiques qui vont partir le long des lignes de champ magnétique. Et ces particules-là vont créer un rayonnement synchrotron qui va être visible très loin. Et comme l'étoile à neutrons tourne et que l'axe du champ magnétique n'est pas aligné à l'axe de rotation, eh bien, si la Terre se trouve en direction de cet axe de champ magnétique, eh bien, elle reçoit un pulse. Ch'tounk, ch'tounk, ch'tounk. Et c'est un pulse régulier. Donc c'est un objet gravitant, compact et relativiste. Conservation du moment cinétique, la taille du pulsar étant plus faible que celle de l'étoile, évidemment, il va tourner beaucoup plus vite. Un peu comme les patineuses, vous savez, sur glace qui se recroquevillent sur elles-mêmes. Ou les patineurs. C'est aussi l'expérience de la toupie. Un mouvement lent va occuper plus d'espace qu'un mouvement rapide de toupie. Voilà, donc ça, c'est un pulsar. Vous avez l'axe magnétique ici, vous avez l'axe de rotation ici. L'axe de rotation et l'axe de magnétique ne sont pas alignés, un peu comme les axes géographiques et magnétiques sur Terre. Et vous avez un jet de particules formé principalement d'électrons à une vitesse proche de celle de la lumière, qui à partir des deux pôles magnétiques, qui va produire des rayonnements synchrotrons puissants, qui est synchronisé sur la rotation du pulsar. Donc la Terre va recevoir des signaux périodiques, un peu comme un bateau voit un phare qui est sur la côte. Les pulsars ont été découverts en 1967 par Anthony Wish et Jocelyn Bell comme des sources radio intermittentes de fréquences régulières, enfin de périodicité, de même périodicité. Et les plus brillants sont observés à toutes les longueurs d'onde. Donc on a détecté plusieurs milliers de pulsars en radio. Il y a beaucoup maintenant aussi en X et en gamma. Au départ, donc, Jocelyn Bell avait détecté en fait un pulsar avec une fréquence radio et donc elle a publié, elle a communiqué ce résultat. Puis ensuite, c'était beaucoup d'autres signaux radio qui arrivaient de plusieurs endroits. Donc au début, certains se sont dit que c'était peut-être une civilisation intelligente qui nous contactait. Et puis en fait, évidemment, quand on se dit que tout le monde commence à nous contacter en même temps, ça devient un petit peu louche. Donc il y avait des modèles en fait qui existaient déjà d'étoiles neutroniques, comme on les appelait à l'époque, qui pouvaient expliquer ces champs magnétiques très intenses, et donc le fait qu'ils nous arrosent de particules et de rayonnements synchrotrons. Donc écoutons un petit peu les pulsars. Il y a des pulsars comme PSR 0329 plus 54 qui sont pas très rapides. Là, vous en écoutez un qui tourne avec une fréquence de 1.4 Hz, donc 1.4 fois par seconde. Ouais, donc il tourne, c'est une sphère de 10 km qui tourne en 1.4 fois seconde par seconde sur elle-même. Un peu rapide, PSR V1, il tourne en 11 fois par seconde sur lui-même. C'est-à-dire que c'est une sphère de 10 km qui tourne comme ça, 11 fois par seconde. On n'arrive pas à le faire, vous voyez, 11 fois par seconde. Et encore plus rapide, ça c'est PSR 0437 moins 4715 qui tourne à 173 fois par seconde sur lui-même. Alors je ne vais pas laisser trop longtemps parce que c'est assez désagréable. Ouf. Voilà, donc vous voyez, les pulsars peuvent tourner très vite sur eux-mêmes. Imaginez donc cette sphère de 10 km de rayon qui tourne sur elle-même en 173 fois par seconde. Certains pulsars mettent aussi en X, là vous en voyez un, là qui pas de pulse, et là un pulse, off-on. Les pulsars isolés, les rayons X résultent des jets de matière le long du champ magnétique, et quand vous avez des binaires, les X proviennent plutôt de la matière du compagnon qui va tomber dans les pôles magnétiques du pulsar. Ça, on en reparlera. Et donc là, on a une émission diffuse de la nébuleuse qui entoure le pulsar dans les états on et off, avec un pôle magnétique visible, ou pas, de la Terre. Si aujourd'hui, vous regardez dans le ciel, au-dessus de la constellation d'Orion, dans la constellation du Taureau, vous avez cet objet qui s'appelle M1, qui est un objet nébuleux, qui en fait est apparu dans le ciel en 1054, vu par les Chinois, les Arabes. Pendant 23 jours, il était visible en plein jour, en juillet 1054, puis il s'est atténué pendant 2 ans. Eh bien ça,
C'est le pulsar de la nébuleuse du Crabe. Et c'est exactement l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est le rémanent de la supernova observée en 1054 par les Chinois et les Arabes, qu'on appelle Messier 1, visible pendant 23 jours. Et là, vous voyez la violence du phénomène de la supernova. Et au cœur, il y a une étoile à neutrons. Donc vous avez d'abord cette éjection des couches extérieures, qui est le rémanent de la supernova. Ça a un diamètre de 6 années-lumière. Je vous rappelle, la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière. Ça s'est passé donc il y a 950 ans à peu près. La distance, il se trouve à 6500 années-lumière. Et il y a une étoile centrale en rotation à 30 tours par seconde, c'est pas mal, avec une nébuleuse chauffée à plusieurs millions de degrés. Et c'est pour ça qu'on la voit dans les rayons X. Je vais maintenant vous montrer un petit film sur plusieurs mois où vous voyez l'onde de choc, le vent d'antimatière et la vitesse des volutes qui vont à 150 000 km par seconde, c'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière, avec une expansion du rémanent à 1000 km par seconde. Voilà ce que vous voyez. Ça, c'est en rayons X. Ça, c'est dans le visible. L'étoile à neutrons, elle est là. C'est le petit point blanc. Et ici, vous avez cette éjection qui se fait à 150 000 km par seconde. Et la diffusion de l'ensemble se fait à 10 000 km par seconde. Et donc, vous voyez qu'on voit la même chose en optique et en X, avec un environnement très, très énergétique. Je vais vous le remontrer parce que c'est très joli. Voilà, vous voyez ici donc, ce phénomène avec les volutes éjectées. Vous voyez vraiment la toupie ici. À la fois en rayons X, encore plus facilement. Vous avez cet axe ici, et puis la toupie qui tourne comme ça, et un petit peu aussi dans le visible. Et donc aujourd'hui, si on fait une petite... alors ça c'est une petite animation qui est assez rigolote parce qu'il y a de la musique, évidemment dans l'espace c'est pas musique. Et là en gros, si vous aviez été à côté, ce que vous auriez pu voir, la supernova, l'étoile qui s'effondre sur elle-même, l'événement de supernova, et ensuite toutes les couches extérieures de l'étoile qui sont éjectées dans l'espace environnant. Et là vous voyez des couches avec toute la matière qui est projetée dans l'espace. Et qui forme donc ce rémanent de supernova que l'on voit aujourd'hui quand on observe, même avec un petit télescope, vous pouvez voir, évidemment pas avec autant de détails, mais vous verrez ce rémanent de supernova. Voilà pour les étoiles à neutrons, et tout à l'heure, on abordera les trous noirs.